Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, voilà, sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Alors, pour démontrer cette théorie, que j'ai déjà écrit il y a 25 ans, je fais des vidéos et je m'appuie sur des vidéos ou des audios que j'écoute sur France Culture la plupart du temps. Et là, en ce moment, voilà, j'ai écouté dans la nuit, il y a quelques nuits, de ça, avec Philosophie, l'émission de France Culture dédiée à Saint-Simon. C'est l'épisode 1 sur 3. Pourquoi lire Saint-Simon aujourd'hui? C'était les 200 ans de la mort de Saint-Simon, je pense. Ou de la naissance, bon bref. Voilà, alors je pratique comme ça, je lance la vidéo, je lance l'audio, je veux dire, et puis je commente et je prends prétexte à ce qui est dit pour donner mon point de vue sur un point de vue plutôt du côté de l'autisme d'ailleurs, parce que c'est ma psychologie atypique, donc un point de vue atypique et non universitaire, mal documenté. C'est plus un point de vue intuitif sur le travail de Saint-Simon, sur ce qu'il était, par rapport à ce que cette vidéo, cet audio me donne à entendre. Et puis, ça me permet d'essayer d'éclairer la théorie que je développe, donc selon laquelle l'humanité évolue progressivement vers sa perfection, l'extase et l'Éden, on va dire. Voilà. Alors on y va, c'est la deuxième vidéo, je lance. Je pense que la question de Saint-Simon, penseur de l'utopie, est aussi un des problèmes. Aujourd'hui, l'utopie, Michel Rio-Sarcey, est un enjeu depuis longtemps en philosophie politique. Il n'est pas certain qu'on ne tente jamais de le réduire. Parfois, on dit, voilà, c'est un technicien qui voulait faire une société nouvelle, c'est très dangereux, c'est violent, etc., avec un côté techniciste. De l'autre côté, comme il a écrit à la toute fin de sa vie le nouveau christianisme, on a tendance, c'est une ligne opposée, à en faire un mystico-zinzin, si j'ose dire, c'est-à-dire vraiment un type qui se prenait pour le Christ et qui voulait, oui, une sorte de nouvelle religion, de nouvelle église. Le mot n'est pas faux, il l'a employé, mais proprement mystique. Vous avez réfléchi à l'utopie beaucoup, Michel Rio-Sarcey. Quelle est votre analyse de ce problème concernant Saint-Simon? Et évidemment, derrière, il y a aussi les quelques textes de Marx Engels contre les socialistes utopiques, alors même, comme vient de le rappeler Pierre Musso, qu'ils ont bien lu Saint-Simon et qu'il y a chez Marx aussi une dimension utopique, même si elle est supposée, de son point de vue, meilleure que celle de ses prédécesseurs. Je vous écoute. Alors là, c'est très très intéressant, parce que oui, effectivement, peut-être que l'exaltation de Saint-Simon, qui voulait faire un monde nouveau, qui voulait amener... Alors, est-ce qu'il avait le désir de construire, de voir se réaliser une société idéale en mettant en œuvre les choses comme ça a été fait par ceux qui sont partis, par exemple en Amérique latine ou ailleurs, construire des sociétés un petit peu, essayer de faire des sociétés idéales, de les réaliser. Où est-ce qu'il s'est contenté simplement d'amener une nouvelle philosophie en disant voilà ce que je propose, etc. Alors l'exaltation de quelqu'un qui vient de découvrir la possibilité pour l'humanité de sortir de son marasme, de lui trouver des pistes d'évolution, c'est tout à fait normal pour un philosophe, c'est quelque chose, voilà. Alors après,
devenir un gourou qui va installer une nouvelle, ou même, par exemple, ceux qui ont lancé les phalanstères à la même époque à peu près, ou un tout petit peu après, créer des, des systèmes qui se voulaient vraiment progressistes, qui se voulaient, et qui, dans leur dimension excessive, pouvaient poser un problème, parce que on, on ne fait, dès qu'on essaye d'imposer un système de façon trop rapide, ça marche pas. Et en fait, l'utopie qui a été réalisée, c'est celle de Marx et de Engels. C'est ce qu'a essayé de faire l'URSS. Et justement, sans respecter l'évolution de l'humanité, l'évolution de la conscience de l'humanité, en essayant d'imposer l'égalité avant que la conscience, et de façon brutale, en essayant d'imposer la fin de la religion de façon brutale, etc., etc. Et donc là, ça ne peut pas fonctionner. L'humanité, elle a son rythme. On va vers cet état de perfection, mais c'est quelque chose qui prendra des siècles encore, vraisemblablement. Peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, peut-être 20 siècles, qui sait. Peu importe. L'humanité, elle a le temps. Alors on atteindra cet état de sérénité, de partage, ou de la fin de la guerre, la mise en commun de tout, la fin de la propriété, enfin tout ce que ces grands utopistes, Proudhon, etc., donc Marx et les autres de ce 19e siècle ont imaginé. Mais dès qu'on cherche à l'imposer, ça pose un problème. Voilà la grande particularité de la mécanique universelle, de la théorie que je défends. C'est-à-dire que je vois, là, je suis dans la même vision utopique, d'une certaine façon, qui pourrait, sauf que j'essaye de démontrer que c'est la marche de l'évolution de l'humanité. Si on analyse l'évolution de l'humanité, on voit que si ça se prolonge, que si on continue à développer la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, la maîtrise progressive du questionnement, eh bien on atteint un état de perfection. On résout nos problèmes progressivement et on finit par atteindre un état paradisiaque. Voilà, c'est mécanique, je veux dire. Mais sauf que je cherche pas à dire il faut imposer ce type de choses. On va vers ça. Donc l'intérêt de cette théorie, c'est de dire l'humanité a un sens. Donc nous-mêmes, nous avons un sens. Ok, alors on y travaille tranquillement, on fait les choses et l'humanité, doucement, c'est comme un grand fleuve, va vers cette direction, mais à son rythme, voilà, et on doit respecter à peu près son rythme. Même si, évidemment, une fois qu'on aura pris conscience de ce chemin, les choses s'accéléreront, mais les choses se sont accélérées au cours de l'histoire. Après une guerre, on invente la Société des Nations, on invente l'ONU, on invente, etc., etc. Donc, c'est pas un problème, c'est l'utopie. L'utopie est réalisable, l'utopie sera réalisée. Et en fait, la plupart des choses dont a imaginé Claude-Henri de Rouvray, dit Saint-Simon, eh bien, se sont réalisées. Et en plus, il a réalisé des choses. Il a travaillé au canal de Suez, il a fait des choses, voilà, il était pragmatique en même temps. Et puis, sans que ça soit un gourou qui décide d'aller s'installer, de prendre un département et de le transformer, ou j'en sais rien. Voilà, des choses comme ça. Donc, faut... Allez, oui, on y va. Préalablement, je pense, comme l'a dit Pierre Musso, il importe de rendre hommage à lui, Pierre Musso, Juliette Grange, Philippe Régnier, Franck Yonnet, qui ont publié les œuvres complètes.
Et ce n'est que tout récemment qu'on a pu avoir accès à la totalité des écrits. Et donc, il s'agit de penser avec ses textes, penser avec sa pensée. C'est en quelque sorte un livre en acte. Et Saint-Simon ne doit pas se lire comme l'histoire des idées, mais, comme l'a dit très justement Margarita, c'est l'histoire conceptuelle du politique. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut se référer à la période. Quel temps était-il à ce moment-là? C'est-à-dire, comment pensaient les contemporains? Un bouleversement radical. Les révolutions venaient d'intervenir et on n'était pas sûr que Dieu existait. On pense que Dieu est une invention humaine. Et ça, c'est l'effroi général. Bien sûr, il y a ce 19e siècle, c'est incroyable. Et la période, mais toutes les périodes sont incroyables. Faut pas se leurrer. Hein. Le siècle d'avant, avec l'arrivée des Jean-Jacques Rousseau, des nouveaux penseurs, etc. C'était un siècle de bouleversement. Et avant aussi, etc., etc. Donc, c'est toujours des grands moments. Mais là, dans ce moment-là, la révolution vient d'être faite. Elle amène des espoirs incroyables. Et c'est là où on voit l'intelligence de Saint-Simon, parce qu'il se rend compte aussi, il l'a vécu, la Révolution, donc il se rend compte de la violence qu'elle a induit, la cruauté qui s'y est aussi déroulée. Évidemment, il y avait des choses extraordinaires qui ont été construites, mais il y a aussi une violence inouïe, et l'homme s'est montré sous son vrai visage aussi dans ce cas-là. Et donc, il prêche pas pour une révolution, il prêche pour une évolution. Et ça, là, à mon sens, il est beaucoup plus novateur que Marx. Et on voit à quel point elles sont rares quand même, les révolutions qui fonctionnent, et qui fonctionnent à terme. Même la révolution la révolution de 1848, la Commune, etc., ont été matées violemment, et même si elles ont amené des choses, chaque chose amène du positif, bien entendu. On sait que dans l'évolution, c'est ça. Même le pire amène du meilleur. C'est pour ça que l'humanité va vers sa perfection, parce que le mal comme le bien travaillent pour le bien. Voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Simplement, Saint-Simon est conscient qu'il y a du danger à vouloir bousculer trop vite, à vouloir bousculer les choses. C'est là où il est... alors, on comprend on comprend la révolte d'un Marx, le fait qu'il faut se battre, et effectivement, si on ne se bat pas contre le capital, on le voit en ce moment, là, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien qui s'oppose au capitalisme, à l'oligarchie, c'est plutôt l'oligarchie maintenant, qui s'oppose au MEDEF et au patronat, et depuis 30 ans, il ravage tous les acquis. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, le patronat, il récupère toutes ses billes, et c'est ce qu'il a fait. En 30 ans, il récupère tout ce qu'il a donné dans les 30 Glorieuses. Et il a remis le système complètement à l'envers. Donc, on voit bien qu'il faut une lutte, qu'il faut quelque chose en face. Maintenant, c'est là où on doit trouver la solution entre les deux, sans tout foutre en l'air, de manière à ce que derrière des systèmes prédateurs prennent le pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec Staline. Il a réussi à écarter tous les doux de la révolution pour imposer une dictature. C'est ce qui s'est fait derrière la révolution, etc. Donc, on voit bien que c'est pas la solution. Et c'est complètement... C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec les Gilets jaunes. Ils n'ont pas compris
que la violence, dès le début, j'écrivais un peu et je disais, mais la violence, c'est l'échec assuré. Voilà, alors la violence, elle est aussi du côté de l'État qui va essayer de mettre de la violence pour pouvoir justifier ses actions. On sait bien qu'il y a de la perversion aussi de ce côté-là. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas la solution, c'est l'erreur fondamentale dans tous les cas. Voilà. Et allez, on y va. À partir de là, l'effroi général, les contemporains vont essayer de récupérer, alors on dit les conservateurs, mais de récupérer les croyances anciennes. C'est une offensive considérable pour penser justement le devenir social avec une religion défaite. Tout le monde le dit. Et Saint-Simon, même en écrivant tardivement le nouveau christianisme, prend la notion de christianisme comme une manière d'insuffler des valeurs et des techniques, certes, des méthodes pour vivre ensemble dans une certaine fraternité. Il n'y a plus de Dieu. Et voilà les valeurs du Christ qui originelles, c'est-à-dire la fraternité, l'amour du prochain, ne jette pas la pierre à autrui, etc. Regarde tes propres défauts avant de voir les défauts des autres, tant l'autre joue, etc., etc. Donc, il y a des valeurs qui sont inouïes dans le christianisme, évidemment. Et donc, c'était ces valeurs qui étaient données. Et c'est là où il y a beaucoup d'intelligence, malgré tout, chez Saint-Simon. À l'époque, il ne pouvait pas dire, on va prendre on parle de façon œcuménique, on prend l'ensemble du spirituel, on utilise le meilleur de toutes les spiritualités. Comme ça va vraiment vers l'universel. À l'époque, il ne pouvait pas avoir une vision universelle comme aujourd'hui, on peut l'avoir. Et moi, quand je parle de l'universalité du spirituel. Et c'est la même chose, c'est Dieu. Je pense qu'il y a un principe créateur, mais c'est pas ça qui est important. C'est les valeurs qui sont données derrière et qui vont permettre d'aller vers quelque chose d'universel et paradisiaque. Et il n'y a même pas vraiment de mystique. Mais si. Saint-Simon se situe, c'est-à-dire que non seulement il s'adapte, mais il comprend parfaitement ce qui se passe. Donc, on peut considérer que Saint-Simon est comme Shelley, c'est-à-dire qu'il pense que le christianisme est totalement fini. Et, voire, comme Shelley, il préconiserait volontiers l'athéisme. Seulement, comme il y a une offensive considérable, Lamennais publie pendant la même période l'essai sur l'indifférence, oui. Il va donc essayer de s'adapter. Et le christianisme, c'est la planche de salut, d'une certaine manière, qu'il revendique pour tenter justement de ne pas tout perdre. Alors, la position de Saint-Simon est complètement différente de celle de ses interprètes et de ses héritiers. C'est de considérer que jusqu'alors, le christianisme a convaincu la totalité des contemporains pour leur montrer que, de fait, ils travaillaient, mais ils travaillaient pour les autres. Et travaillant pour les autres, ils ont oublié le bonheur commun. Et à partir de là, il va imaginer une autre société harmonieuse où les capacités, le travail, l'association, la non-domination, quelque chose qui est de l'ordre du possible, de l'avenir, peut être envisageable. Mais c'est pas un salut. C'est inouï. C'est non seulement pas un salut, c'est qu'il va considérer que la religion n'est désormais que terrestre, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie réelle, où le travail se fait pour soi-même et dans un collectif, dans une société où tout le monde œuvre pour le bonheur commun. Et c'est là où la mécanique universelle encore est d'une certaine manière novatrice, parce que, enfin novatrice, va un tout petit peu plus loin que ça, simplement parce que dans mon esprit, bien sûr que c'est le bonheur terrestre qui est là, mais
les idées spirituelles qui pensent à un au-delà, ok, c'est inclus dedans. Peut-être que, comme on ne peut pas le définir, eh bien je ne le rejette pas. Ça n'est pas rejeté. Il y a, d'ailleurs pour moi, il y a d'autres mondes. Quand notre esprit disparaît, il passe dans une autre dimension. Ça ne s'arrête pas. Voilà, c'est ma conviction. Mais même si ce n'était pas ma conviction, j'inclurais ça parce que c'est de l'inclusif qui est important maintenant. C'est le meilleur de toutes les religions qui peut faire la spiritualité. C'est le meilleur de toutes les politiques qui peut amener à une politique universelle. C'est le meilleur de la médecine, de toutes les formes de médecine dont on peut faire quelque chose qui soit universel. Et on devrait utiliser la médecine traditionnelle africaine, la médecine traditionnelle asiatique, etc. Et puis le mélanger, on y va dans tout ça. On est en train d'avancer vers ça. Comme on est en train d'unifier doucement les choses, de faire que l'humanité s'unifie à travers des choses fondamentales. Et dans ce sens-là, il invente justement cette société industrieuse où la domination n'existe pas, mais où le travail est considéré comme la nouveauté totale. C'est-à-dire que le travail va à l'encontre des oisifs, va à l'encontre des classes privilégiées, et le combat réel de Saint-Simon, la cohérence, l'orientation générale de ses travaux, c'est précisément cette question de la critique des classes privilégiées. Voilà, et il le fait de façon super intelligente, en disant, voilà, c'est des oisifs, il faut mettre tout le monde au boulot, c'est pas ces oisifs, ils n'ont pas à profiter de la... Et c'est ce que fait aujourd'hui le monde en disant, voilà, les hommes politiques, là, il y a un problème, vous abusez vous fonctionnez comme des milliardaires dans les ors et tout, ça suffit, on n'est plus à ce niveau-là, il va falloir que ça change. Et ça va changer, c'est les derniers moments où ils profitent un petit peu d'avoir un cuisinier 3 étoiles à tous les repas du midi, etc. Enfin, bon, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est destiné à être dépassé. Sauf que ça s'attaque, voilà, il y a une façon, la façon dont il s'attaque à ces privilégiés qui, en fait, vampirisent, vivent sur le dos du peuple, en somme, hein, il le dit de manière très intelligente, voilà. Et alors, à l'époque, le travail, c'était quelque chose de fondamental. Ça allait encore, on est encore dans l'idée le travail, on n'est pas sorti de ça. Mais quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, c'est la fin du travail. Et cette fin du travail, elle va commencer dans pas longtemps. Avec l'IA, on va se retrouver assez rapidement la société humaine, les grands décideurs, les grands dominants, ils vont être obligés de dire, bon, écoutez, le rythme de travail, on va le passer à 2-3 heures par jour pour partager, pour éviter le chaos. Et progressivement, on va aller jusqu'à la fin du travail. Il faudra peut-être 200, 300 ans, peu importe. Mais on arrivera à être dans la contemplation. Parce que le travail, c'est juste ce qui empêche de jouir de l'existence, d'être dans un état de contemplation et d'amour, de rencontre, voilà. Je ne sais pas comment sera la société dans 200 ou 300 ans quand elle aura atteint cette étape. Peut-être on ne sera plus que des marcheurs qui iront d'un endroit à un autre, hébergés partout. On aura la gratuité, tout sera gratuit, et on sera accueillis partout et on aura juste à se promener comme ça le long du monde, se rencontrer, s'aimer. Voilà, je sais pas, peut-être, ça peut être ça. Les aristocrates
et les prêtres. Ce qu'on oublie en général, et surtout maintenant, c'est que le nouveau christianisme est une diatribe, un manifeste contre les églises qui ont assujetti les hommes, non seulement à la société en les asservissant, et il considère qu'il va lire le passé à l'aune de cette nouvelle force qu'il préconise dans la société industrieuse. Et donc, il va considérer que les révolutionnaires eux-mêmes avaient été mal éduqués, puisqu'ils ont appris l'asservissement et la domination, et non la clairvoyance fondée sur, non pas l'oisiveté, mais sur le travail. Et c'est toute une domination qu'il met en cause, et donc une perspective qu'on considère justement, comme il va penser le présent en même temps que le passé et l'avenir, que l'on considère comme réellement l'utopie contemporaine. Et c'est là où c'est vraiment... C'est puissant, parce que c'est obligé. Moi, quand je suis tombé sur cette théorie, là, quand elle m'est tombée dessus, cette théorie, l'humanité va vers sa perfection, ben, tout de suite, les problèmes à résoudre, c'était la présence du mal, la présence du système dominant-dominé. Il fallait l'expliquer, comprendre, etc. Et effectivement, ce système dominant-dominé, c'est ce qui a fait que la révolution, elle a fini par un bain de sang. Les dominants qui arrivaient à prendre le pouvoir, ils flinguaient ceux qui étaient en dessous, comme le dos argenté prend le pouvoir et puis le nouveau dos argenté prend le pouvoir, maltraite celui-là, le chasse. Ben là, c'était pareil, sauf qu'on leur coupait la tête. Et puis, un autre dominant arrivait, un autre groupe de dominants arrivait, il flinguait les autres, etc. Enfin, c'est clair qu'il n'y avait plus de conscience, là. Il n'y a pas plus de réflexion. C'était les testostérones qui ont œuvré pendant pendant cette révolution. Et c'est tragique. C'est quelque chose d'hallucinant, quoi. Comme la révolution russe. C'est aberrant d'en être arrivé que ces types finissent par ne plus avoir l'esprit clair, alors que ils partent avec des utopies extraordinaires de changement et tout. Et puis le fait de rentrer dans la confrontation, la contradiction, le combat verbal, finit par en faire des criminels, quoi. Et là, il avait tout à fait compris. Parlons d'utopie ici dans cette série, je tiens à le préciser, il y a une émission entière qui est prévue mercredi sur ce sujet, mais aujourd'hui c'est un peu l'épisode introductif et c'est quand même difficile de ne pas d'emblée poser la question que vous expliquez d'ailleurs tellement bien, Michel Riot-Sarcey, mais Pierre Musso, je crois, voudrait réagir et compléter de son point de vue. Sur deux points. Le premier, c'est sur la définition de la religion chez Saint-Simon. Parce que tout n'est pas dans le Nouveau Christianisme, qui est son dernier texte de 1825 et qui est incomplet. Il avait annoncé 3 dialogues, il en publie un seul, qui est une attaque radicale de toutes les églises. Sa vision de la religion traverse l'œuvre, notamment depuis 1810. Donc, et il y a plusieurs textes qui préparent le Nouveau Christianisme. Quel est son point de vue de fond sur la religion ? Elle est extrêmement complexe parce qu'il combine, comme il dit, je mets le mot combiner parce que c'est une citation, il combine à la fois Charles Dupuy sur l'origine des différents cultes, qui défend donc une religion laïque en disant la religion est une invention humaine. Donc ça, c'est chez Dupuy que Saint-Simon recopie. Donc Dupuy, c'est 95 ou 96, 1700. Et Saint-Simon quasiment recopie dans les lettres d'un habitant de Genève en 1803. Donc c'est une invention humaine. Pourquoi ? Parce que, en fait, les religions n'ont servi qu'à interpréter l'univers
et remplacer les connaissances astronomiques insuffisantes. En gros, c'est de l'astrologie. Alors aujourd'hui, moi je le vois, évidemment que c'est une construction humaine, mais tout est construction humaine. C'est simplement, ça vient de, il y a quelque chose qui nous pousse à construire, à imaginer ça. Et donc cette intuition, elle vient de quelque chose au-delà. L'intuition de la roue, de la maîtrise du feu, l'intuition de la domestication des choses, l'intuition de se mettre debout, l'intuition de faire de travailler la pierre, de travailler l'intuition de faire de maîtriser le fer, etc. Tout est intuition, tout est une création. Simplement, soit on pense que derrière il y a quelque chose qui pousse à ça, soit on pense qu'il n'y a rien. Bon, pour moi, c'est pas possible de penser que ce développement du vivant qui conduit à l'homme et à la création et à sa créativité n'a pas de lien avec avec une force qui insuffle tout ça, quoi. Voilà, mais c'est par contre, oui. Et donc, en tant que compréhension et explication du monde, la religion est inutile. Mais, dit-il, en s'appuyant sur ses adversaires, comme il fait. Voilà, et là aussi, à l'époque, c'était logique de penser la religion est inutile, d'être dans un esprit de combat. C'était tout à fait logique. C'est maintenant, aujourd'hui, c'est pas logique de s'attaquer comme certains le font au christianisme. Il a plus d'influence sur la vie des citoyens en réalité. Donc c'est tiré sur une ambulance. Par contre, à l'époque, c'était logique de s'attaquer à cela. Donc, mais aujourd'hui, ce que la mécanique universelle dirait, c'est il faut regarder tout l'apport des religions. Elle a servi à beaucoup de choses. En 2000 ans de christianisme, ça a servi à l'humanité de façon inouïe. Le judaïsme qui vient avant, ça a servi à l'humanité de façon inouïe. L'islam qui vient après, ça a servi et ça sert à l'humanité encore de façon inouïe. Le bouddhisme a servi à l'humanité de façon inouïe. Et c'est pas rien que le fait d'unifier de plus en plus, en partant d'une vingtaine d'individus, d'une centaine d'individus, les premiers chrétiens, ils ont unifié des villages, puis des régions, puis des pays, puis etc., des groupes humains, des ethnies. Enfin, c'est inouï. Rien que cette chose-là, on ne peut pas dire que le christianisme n'a servi à rien. Il a servi de façon incroyable, quoi. Et c'est ce que dirait la mécanique universelle. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit sur la mécanique universelle. C'est-à-dire sur Bonald et sur Mestre, ce qu'on peut appeler les philosophes théocrates. Contre-révolutionnaires. Contre-révolutionnaires. Il dit, mais la religion est indispensable comme lien social, c'est-à-dire pour faire tenir la société. Parce que le grand risque, après la révolution, après le constat que le christianisme n'est plus la religion fondatrice, c'est le délitement social, c'est l'anarchie. Et il ne veut pas du délitement social. Donc, sur la religion, c'est inutile du point de vue des sciences et il faut remplacer la pensée et les connaissances scientifiques, les mettre à la place de la religion, mais indispensable comme lien social. Voilà, donc c'était pas une pensée aussi simpliste. La religion, ça sert à rien, c'est trop brutal. Évidemment, ça paraissait assez étonnant que Saint-Simon le dise de cette façon-là. Et évidemment, c'est plus à une question complexe que ça. Qui a été posée par Chateaubriand, 1797. Chateaubriand, qui va être suivi par Mestre et Bonald, dit maintenant, qu'est-ce qui va remplacer le christianisme?
après la Révolution. Or, Saint-Simon, toute sa problématique du début à la fin, je rappelle qu'il commence son œuvre en 1802, c'est-à-dire qu'il a vécu, il est né en 1760, pendant 42 ans, il a fait autre chose. Il a fait quoi, du business, du commerce? Oui, il a tout fait, chef d'entreprise, du business, du commerce, de la vente. Il a été ruiné, puis il s'est refait, non? Il a fait un des plus gros spéculateurs sur les biens nationaux qui ont été mis en vente à partir de 89. Bon, c'est quand même un opportuniste sous cet angle-là. Bon, pourquoi pas, hein, c'est juste, il était en plein éveil, et voilà, il y avait une opportunité. Après la Révolution, ils ont vendu les biens de l'Église, les biens de la royauté, etc. Et donc, comme ils ont fait en Russie, d'ailleurs, quand il y a eu la Révolution, ils ont bradé les choses. C'est ce qui a aussi amené un Poutine, d'ailleurs. Parce que ça a été vendu plutôt à l'étranger d'une certaine façon, et les Russes n'ont pas supporté de voir tout leur système qui était découpé et pillé, etc. Et voilà. Ceux du clergé d'ailleurs? Oui, d'abord du clergé, ensuite de la noblesse. À l'initiative, on dit trop peu, de Talleyrand. Et cette vente des biens nationaux, il va spéculer avec un ami, au début un ami, après il se sépare, le comte de Roderne, et donc devenir un des plus gros spéculateurs de France, notamment dans le Nord et en Normandie. Donc il va devenir fortuné, un des hommes les plus importants du Directoire, proche de Barras, et il va gaspiller tout son argent pour se lancer, comme dit-il, dans la carrière scientifique, c'est-à-dire entrer en philosophie. Donc il passe de la plus grande fortune de Paris à la misère, il devient quasiment SDF. Et après, parce qu'après, il va quand même acheter un appartement en face de l'école polytechnique. Non, puis il n'enchaîne pas. Non, il l'occupe. Il est vraiment ruiné. La rue de l'Ancienne Comédie aussi, il est ruiné. Il a un hôtel particulier. Il est ruiné à partir de 1804-1805. Et c'est après, incroyable. Il récupère un élément de pension familiale. Enfin, il vivote. Ah bon? Oui, et il fait une tentative de suicide à la fin. Plus les souscriptions et les souscripteurs qui l'aident, comme notamment, j'espère qu'on en parlera, Guillaume Ternot ou Laffitte, le banquier. Donc il est soutenu par les investisseurs. Il fait aider alors, d'où ces belles teneurs. La problématique qui est le fil rouge de toute l'œuvre de Saint-Simon, elle est très simple. Et il ne répond qu'à cette question, c'est la Révolution française n'est pas achevée, n'est pas aboutie. Qu'est-ce qui doit remplacer la Révolution française? C'est-à-dire quel est le nouveau système social qui doit remplacer l'ancien régime? Et ce n'est pas, comme dira Chateaubriand, si je vous entends bien, Michel Riot-Sarcey, je sais que vous voulez intervenir, vous allez le faire tout de suite, ce n'est pas le génie du christianisme qui est toujours présent, comme le dit en 1802 dans son livre qui porte ce titre Chateaubriand, c'est donc autre chose qui doit remplacer précisément la religion. Je vous écoute, Michel Riot-Sarcey. Simplement, je voulais... Alors... Bon, citer, ça serait beaucoup plus clair si on citait Saint-Simon lui-même, sans exposer ici les raisons du changement qui s'est opéré. Il est de fait que la foi s'est affaiblie et que la philosophie du théisme a perdu presque tout son empire. Le ciel n'a plus toutes nos pensées. Les ministres du ciel ne sont plus en toute chose nos arbitres et nos maîtres. Le travail n'est plus considéré comme une peine originelle où la foule des hommes soit condamnée pour la gloire de Dieu et pour la prospérité des saints. La philosophie elle-même est détruite, mais rien ne l'a remplacée. Avant de créer la liberté, une chose est absolument indispensable, faisons la philosophie de la liberté. Et cette philosophie de la liberté préoccupe Saint-Simon au point qu'il va repenser la totalité avec Condorcet d'une certaine manière, parce que Condorcet est le premier qui pense le devenir social en faisant une critique de ses contemporains et une critique du passé. Donc, ces gens-là travaillent sur 3 temps, passé, présent, avenir. Et c'est ce qui fait la force de leur pensée critique, en même temps qu'ils envisagent la société de demain, qui n'est pas advenue. On ne peut penser Saint-Simon qu'à partir du moment où on pense les discontinuités à la manière
de Benjamin et à la manière de Miguel Abensour. C'est-à-dire que il est impossible d'envisager Saint-Simon dans sa continuité. On a vu que la continuité de Saint-Simon n'est imaginée qu'à partir d'une invention de ce qu'il dit. Que ce soit du côté du saint-simonisme ou du côté des adeptes ou des critiques, c'est cette continuité. On ne lit l'histoire que continue à partir des événements advenus. Les 3/4 de ce qu'il dit ne sont pas advenus. Mais aujourd'hui, on peut comprendre ce que veut dire Saint-Simon dans la mesure où il a pressenti justement le travail à la manière, d'une certaine façon de Fourier, c'est-à-dire l'attrait du travail, ça n'est plus une péché originelle, et en même temps, il a pressenti les associations. Je dirais presque qu'il a imaginé une démocratie, imaginé sans le dire. Et donc, ce processus l'inscrit dans une utopie parce que, aujourd'hui seulement, de manière discontinue, on peut saisir le sens de ces mots, ce que les contemporains ne saisissaient pas et ce que les 19e comme les 20e n'ont pas compris. Voilà, mais on va arrêter là. Mais c'est là où, et évidemment, sur les femmes, sur l'égalité, sur le travail, c'est inouï ce qu'il a imaginé et qui est advenu. Évidemment, pour lui, la révolution n'avait pas fini, n'avait pas achevé ce qu'il devait s'achever. En fait, ça s'est achevé, évidemment, parce que aujourd'hui, on est voilà, sauf qu'il a fallu 200 ans pour atteindre, ou peut-être 150 ans, pour atteindre un niveau de démocratie à peu près convenable, etc. Et pour arriver à l'égalité, pour réclamer l'égalité homme-femme, pour libérer les femmes, etc. Un des ouvrages, enfin, voilà, faut regarder tout ce qu'il a apporté tout ce qu'il a dit pour la femme, pour la libération de la femme. Bon, par exemple, mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas de choses qu'il a imaginées. Et là, c'est là où on voit que c'est puissant. Et effectivement, c'était pas achevé, mais rien ne s'achève. C'est un continuum. Et nous, aujourd'hui, la démocratie, elle n'est pas achevée. Elle n'a pas atteint son état de perfection. Quand elle aura atteint son état de perfection, les dominants, les meilleurs, se hisseront comme c'est le principe de la démocratie, les meilleurs du peuple, des riches comme des pauvres, des élites comme des non-élites. Tous ces étudiants seront là, monteront, et les meilleurs de tout cela se feront élire, ils rentreront en politique, se feront élire, avec l'état d'esprit complètement clair et conscient de travailler pour le peuple, pour rendre heureux le peuple, et non pas pour travailler pour leur classe ou pour l'oligarchie, comme c'est le cas de nos dirigeants actuels. Si on est dans une mauvaise démocratie, c'est parce que les dominants actuels, nos chefs d'État, depuis au moins 30 ou 40 ans, ils n'ont plus la conscience de ce que c'est qu'une démocratie. Ils fonctionnent en oligarchie. Ils se font élire par une oligarchie pour servir l'oligarchie. Et ils savent même pas pourquoi ils sont. C'est pour ça que je dis que l'intelligence des dominants est surestimée complètement. L'intelligence de notre chef d'État, du chef d'État précédent, des chefs d'État, elle est surestimée. Ils sont très bons techniquement, c'est des malins pour se faire élire. Ils ont l'intelligence froide, ils l'ont, l'intelligence adaptative. Mais ils n'ont pas l'intelligence chaude, l'intelligence, le QE, le coefficient émotionnel, pour comprendre quel est le sens de la démocratie. Ils ne parlent jamais de ça d'ailleurs. Ils ne savent pas qu'ils sont là pour faire le bonheur du peuple avant tout. Donc ils sont en dehors de cela. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Ça, c'est un peu plus clair maintenant, hein. Voilà, ça c'est l'oxygénation. Il y a un peu plus d'oxygénation, donc les vidéos sont un peu plus
Voilà, mais elles sont plus agitées, mais elles sont plus pertinentes, je pense. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. C'est le sentiment que j'ai. Merci.